Voilà, donc en fait, on travaille sur un groupe de travail qui concerne les référentiels et les guides de bonne pratique. Et donc, je vais vous présenter l'état de nos travaux. Et en fait, la vision qu'on peut avoir, c'est une vision qui n'est pas zoocentrée, mais plutôt une vision qui est scientifico-centrée. Donc, vous savez que la recherche scientifique, les objectifs sont de protéger et d'améliorer la santé humaine, animale et environnementale. Et l'utilisation des animaux à des fins scientifiques reste nécessaire, même s'il y a une nécessité de réduire. On est tous d'accord dessus. En fait, elle doit être menée de façon efficace pour que la recherche scientifique soit compétitive. Et c'est important qu'on soit compétitif au niveau mondial. C'est pas une recherche qui est franco-française, et donc il faut qu'on arrive à rester compétitif. Et donc, en fait, il est important qu'on puisse préciser les normes et les bonnes pratiques euh, lors de l'utilisation des animaux. Donc, c'est important pour les concepteurs et pour les applicateurs. C'est important pour les comités d'éthique en expérimentation animale, qui ont un rôle qui est plutôt prescriptif plutôt que normatif. Et en fait, donc c'est important qu'il y ait des référentiels communs pour discuter les procédures expérimentales, et puis pour qu'il y ait des critères de précision, de décision, pardon, qui soient clairement établis dans les échanges qu'il peut y avoir entre les concepteurs et les comités d'éthique. Et puis c'est aussi important qu'il y ait des guides de bonne pratique et des référentiels pour le grand public, pour pouvoir montrer au grand public qu'est-ce qui est fait quand on utilise des animaux à des fins scientifiques. Et donc, en fait, quand on a commencé à discuter entre nous de ces guides de bonne pratique et de référentiels, la première question qui se pose finalement, c'est de quoi parle-t-on en fait? Et finalement, ça paraît simple et c'est finalement un peu plus compliqué que ce qu'on pensait au début. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'une norme? Alors, il y a des normes réglementaires, donc c'est des règles à laquelle on doit se conformer. Donc, par exemple, une loi, on n'a pas le choix, on doit s'y conformer et c'est comme ça, euh, il faut la suivre. Mais il y a beaucoup de normes qui sont non réglementaires. Alors, je ne suis pas un juriste, hein, peut-être que s'il y a des juristes dans la salle, ils me reprendront. Euh, il y a des normes qui sont non réglementaires, donc qui sont créées dans le but d'établir des niveaux d'homogénéité dans des prises de décision ou dans des réalisations de procédures. Donc, c'est par exemple ces fameuses normes ISO dont on entend tout le temps parler dans l'industrie, qui permettent un peu de travailler de façon homogène. Et donc, en fait, il y a deux éléments qu'on peut décrire dans le cadre de l'utilisation des animaux. Donc, les guides de bonne pratique, qui sont des documents de référence, qui sont évolutifs, donc ça évolue au cours du temps, qui sont d'application volontaire et qui sont conçus par une branche professionnelle pour les opérateurs de son secteur. Donc ça, ce sont des guides de bonne pratique, pas uniquement pour les animaux, mais là, c'est une définition qui est générale, en fait, que je vous présente. Et puis, il y a les référentiels qui sont importants, par exemple, quand on a des normes ISO. C'est des ensembles structurés d'informations qui sont utilisés pour exécuter une procédure. Et donc, dans notre cas, c'est lié à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Alors, les objectifs du groupe de travail, c'était de lister sur les sites du FC3R des guides de bonne pratique et des référentiels. Et donc, je le dis parce que c'est important, c'est des questions qui sont souvent revenues dans nos discussions. Ces guides de bonne pratique et référentiels sont non contraignantes. Ça veut dire que on peut très bien appliquer des procédures qui ne sont pas dans ces guides de bonne pratique et ces référentiels, et ces procédures sont considérées comme valides. Il faut les expliquer, en fait. Alors, en fait, des guides de bonne pratique et des référentiels, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Il y en a beaucoup, mais pas beaucoup au niveau français. Alors, je vous donne quelques exemples des guides qui existent. Alors, les trois grandes séries qui se trouvent en haut, ce sont des séries qui sont non francophones. Donc, il y a la Fédération européenne enfin, Federation of European Laboratory Animal Science Association, les FELASA. Donc, par exemple, si vous allez sur leur site internet, vous allez trouver beaucoup d'informations sur
des référentiels et des guides de bonne pratique. Donc il y a le fameux NC3R anglais qui est extrêmement connu avec beaucoup d'informations sur des référentiels, des guides de bonne pratique. Il y a le Norecopa qui est un site norvégien qui a beaucoup aussi d'informations et très précises sur beaucoup d'animaux différents et de méthodes différentes. Et puis les sites qui sont en bas, ce sont des sites francophones. Alors celui qui est à gauche en bas, Human Endpoint, c'est un site qui a été créé par l'université d'Utrecht en Hollande. Ce site, en fait, il est francophone. En fait, ils ont une version dans toutes les langues, enfin, pas toutes les langues, mais dans beaucoup de langues, dont le français. Il y a les deux sites en bas à droite, qui sont des sites canadiens. Donc un site du Conseil canadien de protection des animaux. Et puis le plus à droite, c'est un site qui est très bien fait, qui est le site de l'Université de Laval au Canada. Donc vous voyez, en fait, il y a beaucoup de référentiels qui existent, mais en fait, il n'y a pas de documents communs ou centralisés pour la communauté française. Alors il y a eu beaucoup d'initiatives. On trouve beaucoup de sites français qui sont faits soit par des personnes individuelles, enfin souvent par des personnes individuelles, pour centraliser des documents, mais ça n'a pas le côté euh, institutionnel comme peut avoir le FC3R. Alors l'objectif en fait qu'on s'est fixé, c'est de centraliser, de rendre accessible et de diffuser des guides de bonne pratique et des référentiels. Et en fait, pour faire ça, ça tombe bien parce que ben, le FC3R est là et le FC3R a mis en place un site internet qui est déjà extrêmement efficace. Donc on en a parlé, Athanasia en a déjà parlé. C'est un site qui est déjà très bien structuré avec toute une infrastructure derrière qui est très puissante en fait. Euh, En fait, ce site, il y a deux éléments qui, moi, me semblent vraiment importants dans ce site. Si on veut avoir une structure pour diffuser les guides de bonne pratique et les référentiels, c'est l'outil de recherche FRIA. Donc, vous avez le lien pour aller sur cet outil de recherche. Et en fait, cet outil de recherche, il est très bien parce qu'en fait, on peut aller chercher tous les éléments qui sont mis sur le FC3R. Et en fait, quand on va parler de guides de bonne pratique et de référentiels, ce qu'on se rend compte, c'est que dans tous les sites que je vous ai montrés avant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui partent un peu dans tous les sens. Si vous travaillez sur le poisson zèbre, vous allez avoir des informations qui vont être très différentes de celles que vous allez avoir si vous travaillez sur une souris ou sur un macaque. Et en fait, on s'y perd assez vite, et donc c'est important d'avoir un outil de recherche qui permet d'aller piocher en fait des informations en fonction des mots-clés qui nous intéressent. Et puis, ils ont un autre élément qui est très important, c'est l'outil de soumission, donc qui est actuellement utilisé pour soumettre les short notes, mais qui peut être utilisé pour plein d'autres applications. C'est une infrastructure, donc c'est relativement facile, qui permettra, en tout cas c'est ce qu'on espère, de mettre en place un système qui permettra d'enrichir les référentiels qui existent avec des nouveaux référentiels qui pourront être créés par des individus ou des associations françaises qui pourront transmettre en fait des guides de bonne pratique ou des référentiels. Alors, on a essayé de mettre en place une première approche et puis en fait, donc on l'a pas mis sur le site du FC3R. Donc il se trouve que je suis aussi à l'Académie vétérinaire de France et avec un certain nombre de collègues de l'Académie, on traite de ces questions et en fait on a un site qui est dédié aussi à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Et donc on a une partie du site qui est les guides de bonne pratique et les référentiels. Alors pour accéder à ce site, vous allez dans l'icône qui s'appelle les dossiers de l'AVF et à l'intérieur de ça, vous avez une partie qui s'appelle AFIS, guide de bonne pratique et référentiel. Alors, qu'est-ce que vous trouvez sur ce site? Je vous montre ce site parce que l'objectif, c'est de pouvoir le faire évoluer vers le FC3R et de pouvoir déposer des éléments qui sont sur ce site vers le FC3R pour avoir une base qui va pouvoir grandir ensuite. Alors, sur le site, vous avez des éléments relatifs au comportement normal et à la physiologie des animaux.
des éléments sur, par exemple, l'évaluation des signes de douleur, de la gravité des procédures, des fiches pratiques pour l'évaluation de la gravité des procédures, des référentiels pour déterminer les points limites et pour évaluer les animaux altérés génétiquement, pour des fiches pratiques pour déterminer l'atteinte des points limites. Et puis vous avez donc en bas des guides pratiques et des référentiels pour des modèles précliniques particuliers. Donc par exemple, si vous travaillez sur les altérations du vasculaire au niveau cérébral, donc vous pouvez faire une atteinte de l'artère cérébrale moyenne, c'est le premier modèle MCAO. Bon ben en fait, travailler avec ce type de modèle demande des guides de bonne pratique particuliers, des référentiels particuliers que vous pouvez trouver sur ce site. Donc, vous avez aussi le modèle EAE, par exemple, qui est un modèle de sclérose en plaques. Alors, comment est-ce qu'en fait on a classé les informations dans chacun de ces items donc, qui étaient présentés avant? En fait, on les a classés sous forme de guides européens, de guides français, de guides en français et des autres guides. Donc là, il y a quelques exemples qui sont présentés. Euh, c'est, euh, on se rend compte quand on fait ça que des guides français, il n'y en a pas beaucoup en fait finalement. Alors peut-être qu'on en a loupé, hein, qu'on les a tous loupés, mais ouais, il y a beaucoup de guides en français et beaucoup d'autres guides. Et en fait, il y a sûrement un travail important à mener pour continuer d'avancer dans ce domaine. Alors, l'objectif, ce serait de mettre en place le site sur le FC3R, donc, parce qu'il faut essayer d'aller vers l'avant. Donc, j'ai mis une date de décembre 2024, mais je regarde, c'est vous, je crois, ça va pas être possible. Bon, on va, ce sera un petit peu après, mais pas longtemps après, en fait. Alors, il y a plusieurs façons de classer les éléments. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle les modes accordéon quand on fait du design Internet. Ça permet, en fait, c'est ce que vous avez sur le site de l'Université de Laval. C'est un système qui permet de classer beaucoup d'informations et d'avoir des accès à beaucoup d'informations en un point de vue, enfin, en un coup d'œil, et puis ensuite, après, de faire dérouler, en fait, les informations. Mais bon, ça, c'est du détail technique qu'on verra sûrement plus tard. Ce qui est important, donc je le redis, c'est cet outil de recherche qui permettra d'accéder à beaucoup d'informations différentes. Et donc, ce qui est aussi important, c'est que grâce au site du FC3R, on va pouvoir faire évoluer les guides de bonne pratique et les référentiels par le dépôt de nouvelles procédures, c'est-à-dire les personnes qui auront des nouvelles procédures à proposer, peut-être parce qu'elles travaillent avec un animal un peu particulier ou parce qu'elles ont mis en place une nouvelle technique qui permet de réduire d'apporter plus de bien-être aux animaux, pourront déposer en fait une procédure qui pourra être mise en avant. Voilà, donc pour conclure, donc en fait, on va pouvoir mettre en place un site internet qui permet de centraliser des guides de bonnes pratiques et des référentiels. Donc j'espère qu'avec le FC3R, on pourra rattraper un petit peu le retard français. Donc c'est un site qui sera évolutif pour pouvoir déposer des nouveaux référentiels. Donc on va commencer avec les référentiels existants qui sont pas forcément français, mais on va essayer de les faire évoluer avec des sites avec des référentiels français. Donc, issus de groupes de travail reconnus, donc je vais vous en citer quelques-uns, issus de comités d'éthique, par exemple, issus d'experts reconnus. Donc, les comités d'éthique ont beaucoup de référentiels, en fait, en interne, hein, qui peuvent utiliser. Et puis, l'idée, c'est d'utiliser la richesse des expertises françaises pour faire évoluer les guides de bonne pratique et les référentiels. Je m'arrête là. Merci à vous.